Bonjour, je m'appelle Auriel Boubli, je suis avocat et notaire au barreau de Tel Aviv depuis plus de 15 ans. J'ai fait mon aléa il y a 38 ans. En Israël, j'ai précisé que je suis avocat et notaire parce qu'en Israël, pour être notaire, il faut d'abord être avocat plus de 10 ans, c'est pas comme en France. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu sur le sujet d'acquisition immobilière, les transactions immobilières, les différentes possibilités d'achat d'appartements et aussi de location. En Israël, il faut savoir d'abord qu'il n'y a pas une promesse de vente. Ce qui veut dire qu'une personne qui veut acheter un appartement en Israël, il doit d'abord voir l'appartement, se mettre d'accord sur les termes commerciaux de l'achat et après confier le dossier à un avocat qui va vérifier tous les aspects juridiques. Quand je dis qu'il n'y a pas une promesse de vente, ce qui veut dire qu'après que le dossier est confié, il va être passé à l'avocat, l'avocat va devoir vérifier et analyser tous les points du contrat et il y aura à la fin un contrat qui va être signé avec toutes les conditions et tous les termes du contrat. Ce qui veut dire l'appartement, où il est situé, les échanges de paiement, date de remise des clés, financement oui ou non, etc. etc. C'est pour ça que c'est important de bien vérifier à l'avance tous les termes et tous les aspects juridiques. Par exemple, si une personne veut prendre un mortgage, ça veut dire un prêt à la banque, il va être obligé de recevoir avant la signature du contrat une promesse de vente, une promesse et un accord de principe de la banque, pardon. Parce que si demain, après-demain, après que la signature de contrat a été effectuée et la banque lui accorde pas le prêt, ça va être le problème de l'acheteur et ça va être comme si l'acheteur n'a pas respecté le contrat. Et, il y a plusieurs différents contrats d'achat d'appartement en Israël. On va commencer par le contrat basique, quand une personne achète un appartement neuf sur plan chez un promoteur. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'appartement, normalement il n'est pas construit encore. C'est pour cela qu'il faut bien vérifier, et l'avocat il a le devoir de vérifier le promoteur pour assurer toutes les garanties nécessaires sur tous les paiements qui vont être effectués par l'acquéreur, par l'acheteur. D'une manière générale, il faut bien vérifier qu'il y a le permis, oui ou non. S'il n'y a pas le permis, il y a une somme limite de 7% qui doit être, pas plus que ça, qui peut être déposée chez l'avocat sous séquestre jusqu'au moment que le permis va être effectué. D'une manière générale, il y a une banque qui finance le projet et qui suit le projet. Et cette banque-là, sur chaque paiement qui est effectué, la banque doit préserver et donner une garantie bancaire à l'acquéreur pour assurer l'argent qui a été payé. Ce qui veut dire que si demain après-demain le promoteur dépose le bilan, la banque prend le relais et continue l'achat, continue la construction et continue jusqu'à le projet il va être terminé. Dans le contrat même, il y a tous les détails du contrat, exactement la date de remise des clés, qu'est-ce que le promoteur donne, la grandeur de l'appartement, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut tout bien vérifier à l'avance. Ainsi, si la personne veut prendre un financement, il est important de vérifier par rapport aux échanges de paiement comment ça va être partagé, on va dire. D'une manière générale, un Israélien qui achète un appartement, l'apport minimum qu'il doit amener, c'est 30%. Et quand il s'agit d'un étranger, l'apport minimum, c'est 50%. Ce qui veut dire que la banque va financer entre 50% et 70%. Ça dépend si c'est un Israélien qui habite en Israël ou c'est un étranger. C'est pour ça que c'est très important dans les échanges de paiement, de bien prévoir et bien étaler les paiements pour pas être dans une situation que dans un des paiements, on va passer les 50% et à ce moment-là, il y a un risque d'être dans une situation qu'on ne respecte pas le contrat. Ça, quand il s'agit d'un appartement sur plan, d'un promoteur, comme je l'ai dit, il faut bien vérifier ce contrat-là. J'aurais aussi partagé un achat d'appartement quand il y a un promoteur, quand c'est dans un nouveau projet, ou quand c'est dans un projet par exemple de Tama 38. Dans un projet de Tama 38, ça veut dire qu'il s'agit d'une situation des immeubles en Israël qui n'ont pas été construits conformes au tremblement de terre et l'État donne des droits de construction sur le toit à des promoteurs et ils ont l'obligatoire de renforcer les fondations de l'immeuble. Dans un Tama 38, d'une manière générale, il n'y a pas de financement bancaire au promoteur, ce qui veut dire qu'il ne peut pas assurer une garantie bancaire.
C'est pour ça que dans des TAMA 38, il faut bien encore vérifier le projet d'une manière encore plus sérieuse, on va dire, pour assurer les paiements et les paiements de l'acheteur et assurer que le projet va être terminé de A à Z. S'il s'agit d'un appartement de deuxième main, c'est un appartement qui est déjà inscrit, à ce moment-là, comme j'ai dit, il n'y a pas une promesse de vente. Il faut convenir tous les points et toutes les conditions commerciales, des paiements, échéances de paiement, date de remise des clés, etc. Et à ce moment-là, l'avocat il a le devoir de préparer le contrat, de vérifier au cadastre ou au KKL, ça dépend où l'appartement il est inscrit, s'il n'y a pas d'hypothèque, s'il est au nom du vendeur, s'il n'y a pas des empêchements pour faire l'achat. Et à ce moment-là, c'est l'avocat qui va préparer le contrat. Dans le contrat, il va avoir toutes les conditions comme je l'ai précisé. Et le point, je pense, un des points le plus important, c'est dans le contrat, avant le premier paiement qui va être fait, ce premier paiement-là va être envoyé, va être viré, normalement sous séquestre chez l'avocat du vendeur. Pourquoi ? D'après la loi israélienne, du moment qu'il y a un achat qui est fait, la condition, c'est le moment qu'il y a été une inscription au cadastre de l'achat. Ce qui veut dire, pour éviter une situation, que le vendeur vient dans une date signer un contrat chez l'avocat, et tout de suite après que le contrat a été signé, va essayer de le revendre à un tiers. Pour éviter cette situation-là, il y a l'avocat de l'acheteur a le devoir d'aller d'inscrire au cadastre une inscription qui s'appelle en hébreu Ineharat Hazara, pour dire à tout le monde, on va dire, qu'il y a eu un contrat qui a été signé. Dans l'hypothèse que le vendeur n'est pas honnête et qui a vendu cet appartement à deux personnes, la personne qui a pour la première fois qui a inscrit au cadastre cette inscription, c'est ce contrat-là qui va être valide. C'est pour ça que ça, c'est une des conditions que chaque contrat d'appartement de deuxième main est respecté. Après, comme j'ai dit, ça dépend aussi du financement. Si la personne l'acheteur veut prendre un financement, si c'est un Israélien jusqu'à un apport de 30%, il faut savoir aussi un Israélien que c'est son premier appartement, parce que s'il s'agit d'un Israélien que c'est son deuxième appartement, à ce moment-là, l'apport aussi il est de 50%. Et si c'est un étranger, eh ben à ce moment-là, l'apport il doit être de 50%. C'est pour ça qu'il faut bien étaler les échanges de paiement. Il faut, j'aurais dit, calculer grosso modo entre 1 mois et demi et 2 mois pour obtenir un financement. Un point qui est très important à préciser, qu'avant la signature de contrat, l'acheteur doit obtenir de la banque un accord de principe. Ce qui veut dire un accord de principe, c'est un accord de la banque qui va vérifier les revenus de l'acheteur. Et vu ce revenu, ils vont dire s'ils vont accorder un prêt ou pas. Il y a beaucoup de clients qu'à ce moment-là, ils commencent à négocier avec la banque les taux de remboursement et les intérêts. Je voudrais préciser que ce n'est pas important de négocier les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que l'accord de principe, d'une manière générale, est valable pendant 2 semaines, 3 semaines au maximum. Et le prêt qui va être effectué, il va être quelques mois après l'achat de l'appartement. C'est pour ça que commencer à négocier les taux à ce moment-là, il n'y a aucune importance. Mais recevoir l'accord de principe, il est très important parce que, vu qu'il n'y a qu'un contrat qui est signé, et s'il n'y a pas une promesse de vente et après un contrat définitif, dans ce contrat-là, comme il y a tous les points qui sont précisés, si demain, après-demain, la banque ne donne pas et va pas financer l'achat à l'acheteur, le problème il va être à l'acheteur et ça va être comme s'il n'a pas respecté son contrat. C'est pour ça qu'il faut obtenir un accord de principe avant l'achat d'appartement et avant la signature du contrat. Ça peut se faire parallèlement à la négociation que l'avocat fait avec l'avocat adverse. À l'achat d'appartement, l'acheteur doit payer la taxe d'acquisition. La taxe d'acquisition, c'est un pourcentage de l'achat. Ça dépend si c'est votre premier appartement ou votre deuxième appartement et si vous l'achetez en tant qu'olé khadash. On va essayer de faire expliquer un petit peu sur ce sujet-là. S'il s'agit d'un Israélien que c'est son premier appartement, à ce moment-là, jusqu'à 1,6 million, c'est 0%, il n'y a pas de taxe à payer. Et au-delà d'1,6 million, d'une manière générale, c'est 3,5%. S'il s'agit d'un Israélien que c'est son deuxième appartement, à ce moment-là, la taxe d'acquisition
va être de 8%, jusqu'à une somme grosso modo de 5 millions, et au-delà de cette somme, ça va être à 10%. Et s'il s'agit d'un Olé Hadash, alors jusqu'à 1,6 million, ça va être 0,5%, et au-delà de cette somme, d'une manière générale, c'est 5%. Maintenant, pourquoi c'est important de le savoir? La taxe, la réduction en tant qu'Olé Hadash pour une taxe d'acquisition, on peut en profiter pendant 7 ans. Un an avant l'Aliyah jusqu'à 7 ans. C'est-à-dire que si une personne a acheté un appartement jusqu'à un an avant son Aliyah, et il fait son Aliyah en Israël, il peut réclamer au fisc israélien qu'il lui rembourse la somme de la taxe d'acquisition. Maintenant, un Olé Hadash qui est monté en Israël et qui habite en Israël, comme il peut en profiter pendant plus de 7 ans, s'il fait une première acquisition, c'est peut-être important de l'acheter en tant qu'Israélien et pas en tant qu'Olé Hadash. Pourquoi? Parce que s'il achète en tant qu'Israélien, comme tous les Israéliens qui ont leurs possibilités, à ce moment-là, il va bénéficier d'une réduction sur la taxe d'acquisition sur le premier achat d'appartement. Et après, sur le deuxième achat, s'il va vouloir acheter un autre appartement, il pourra aussi bénéficier en tant qu'Olé Hadash. Et ce n'est pas le cas s'il aurait profité et se serait servi en tant qu'Olé Hadash sur le premier appartement. À ce moment-là, sur le deuxième appartement, il ne pourrait plus bénéficier en tant qu'Israélien parce qu'il avait déjà un appartement. Alors, il va être obligé de commencer et rentrer sur les taux de deuxième appartement, c'est-à-dire 8 à 10%, et beaucoup de fois, il s'agit de vraiment de dizaines de milliers de shekels. C'est pour ça que c'est important de bien faire les calculs à l'avance par rapport à ça. En cas de vente, une personne qui vend un appartement en Israël, s'il est israélien et c'est son seul appartement, à ce moment-là, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value à payer. Mais s'il est étranger, ou s'il est israélien qu'il a déjà 2 appartements en Israël, à ce moment-là, les impôts, ils arrivent jusqu'à 25% sur la plus-value. C'est un peu ce qui est important de dire. C'est possible de déduire tous les frais et tous les dépenses qu'il y a eu pour développer l'appartement. Alors ça, ici on parle sur l'acquisition d'un achat d'appartement ou de vente d'appartement par rapport aux taxes d'acquisition et à la taxe de vente. Il y a un point aussi qui est important. Si une personne achète un appartement et veut le revendre pour racheter un autre appartement, à ce moment-là, le fisc israélien lui donne la possibilité de revendre l'appartement dans les 2 ans du moment de l'achat. Et à ce moment-là, sur le deuxième appartement, il pourra bénéficier de la taxe d'acquisition comme si c'était son seul appartement. Ça, il s'agit si une personne veut vendre pour acheter un autre appartement. Ça, ce qui concerne l'achat et vente d'appartements en Israël. Une autre fois, ce que je peux proposer, comme il n'y a pas de promesse de vente, c'est très très important de bien calculer tout à l'avance et bien vérifier tout à l'avance avant l'achat de l'appartement et avant la signature du contrat. Si on rentre dans le domaine de contrat de location, alors en Israël aussi, il faut savoir, d'abord, si on avait parlé sur l'achat d'appartement doit être écrit par contrat. On ne peut pas faire un achat oralement, en oral. Sur les locations, c'est très important de faire un bon contrat de location pour éviter des problèmes. Malgré que d'une manière générale, on n'est pas obligé de faire un contrat de location par écrit, c'est très important d'avoir un contrat de location bien vérifié et calculé, on va dire assurer le propriétaire de l'appartement pour éviter une situation que le locataire d'un côté ne paye pas la location et d'un autre côté squatte l'appartement et ne veulent pas sortir. C'est pour ça que d'une manière générale, on essaie de prendre des garanties nécessaires pour assurer la durée, on va dire, et des obligations des locataires de l'appartement. D'une manière générale, on prend au minimum 1 ou 2 garants qui doivent signer, qui sont garants sur toutes les obligations des locataires, et ou 1 mois ou 2 mois de loyer. Ça aussi, ça a vérifié par rapport aux obligations et par rapport à la possibilité du locataire de payer la location de l'appartement. Ce que je peux préciser à ce sujet-là, si on fait un contrat comme il faut et on bien réfléchit bien à l'avance sur tous les points problématiques qu'on risque d'avoir dans un contrat de location, à ce moment-là, le risque d'avoir de problèmes, il est vraiment minimum. Et j'ai eu beaucoup de clients, il y a eu des clients qui sont arrivés et qui m'ont dit voilà, on n'a pas besoin, c'est mis d'accord, une très bonne ambiance entre nous. Il faut savoir qu'un contrat,
est testé quand il y a des problèmes. Un contrat n'est pas testé quand il n'y a pas des problèmes. C'est pour ça que même s'il y a des bonnes relations entre les deux parties, un contrat qui est fait comme il faut va éviter d'une manière sûre des problèmes dans le futur. Concernant la fiscalité sur la location, ce qu'il faut savoir, en Israël, il y a deux schémas, il y a deux possibilités, il y a deux possibilités à gérer. Jusqu'à des revenus, grosso modo, de 60 000 shekels par an, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'impôt à payer, zéro impôt. On ne peut rien déduire, mais il n'y a pas d'impôt à payer aussi. Si, au-delà de 60 000 shekels, il y a une possibilité de payer 10% sur tous les revenus du premier shekel, et à ce moment-là, et sans avoir une possibilité de déduire des frais. 10% fixe du premier shekel qui est revenu. C'est pour ça entre nous que s'il s'agit d'une location qui est un petit peu plus élevée de 60 000 shekels, c'est intéressant, on va dire jusqu'à 60 ou 65 000 shekels, des fois ça vaut le coup même de baisser un petit peu le loyer et de ne pas être soumis à la fiscalité des locations. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est de prendre tous les dépenses, tous les frais qu'il y a eu concernant l'appartement, et à ce moment-là faire un calcul sur la fiscalité, mais l'imposition peut être bien élevée, plus de 10, 15, 20%. Ça dépend exactement de l'appartement et de la situation de la personne. Ce qui est important à préciser à ce sujet-là, c'est qu'une personne, elle a 2, 3 ou 4 appartements, elle a la possibilité, sur chaque appartement, de décider quel calcul effectuer. Ça veut dire, peut-être sur un appartement, ça va être préférable de faire les 10%, mais sur un autre appartement, comme il y a eu beaucoup de frais, c'est préférable de faire un autre calcul, le calcul normal de frais et revenus, et déduire un de l'autre, et à ce moment-là, vous arrivez sur la fiscalité ou les taux d'imposition qui va devoir effectuer. Ça, c'est ce qui concerne. Et dans les contrats, d'une manière générale en Israël, c'est des contrats d'un an. Des fois, on met des options qui peuvent être renouvelables de 1 an ou encore de 2 ans. Ce que moi, j'aurais proposé à mes clients de faire, malgré qu'il y avait beaucoup de clients qui veulent avoir un contrat de longue durée, c'est faire un contrat d'un an qui est renouvelable automatique, ou que sous condition que le locataire respecte ses règles, respecte ses obligations, à ce moment-là, le contrat il va être continué et renouvelable 1 an ou 2 ans ou 3 ans après. Ça, c'est ce qui concerne l'achat d'appartements et transactions immobilières et location. Si un deuxième sujet, si vous voulez qu'on parle concernant les droits de succession, continue. Concernant les droits de succession, il faut savoir qu'en Israël, il n'y a pas de droit de succession. Ce qui veut dire, c'est que si une personne décède, les héritiers, on va dire, rentrent dans les chaussures de la personne qui est décédée. C'est un point qui est important parce qu'en France, il y a le droit de succession. En Israël, chaque personne a la possibilité de préparer un testament et de ce testament-là, on va dire, mettre tout ce qu'il désire. Par exemple, il y a plusieurs sortes de testaments. Quand il y a un couple, il y a le testament basique que tout le monde connaît, c'est pour les derniers de vivants. C'est un testament, on va dire, commun, que le couple fait ensemble, et qui dit que si demain, après-demain, il se passe quelque chose, eh ben, tout l'héritage passe au conjoint, et après, aux enfants. Ça c'est une possibilité de préparer un testament, mais dans le testament, comme j'ai dit, chaque personne peut vraiment décider combien de pourcentage, qui vont être les héritiers. C'est pas obligatoire que ce soit les enfants, c'est pas obligatoire que ça se partage de la même manière, de la même façon. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, une personne qui a des héritiers en Israël et qui a des héritiers en France, il y a aussi une sorte de calcul fiscal qui peut être fait par rapport à ça, vu qu'en France, il y a des droits de succession. À partir de août 2015, il y a eu une nouvelle règle qui a été nommée, on va dire, qui donne la possibilité aux personnes qui ont la double nationalité, Israël et France par exemple, de décider quels droits de succession vont être appliqués sur leur testament. Et ça, c'est un point qui est important. D'une manière générale, ce que moi je propose à mes clients, c'est tout ce qui concerne Israël, faire un testament en Israël, et ce qui concerne la France, faire un testament en France. Mais maintenant, il faut bien vérifier d'une manière très spécifique par rapport à quels biens ils ont en Israël,
qu'est-ce qui va être l'héritage, pour essayer d'optimaliser l'aspect fiscal malgré qu'il n'y a pas de droit de succession. Je vous donne un petit exemple. S'il s'agit d'une personne qui a 2 appartements en Israël et qui a 2 héritiers, on va dire. Alors, une possibilité, c'est faire un testament et dire, OK, les enfants vont se partager 50-50, et à ce moment-là, chaque enfant ou chaque héritier va se retrouver avec 50% d'un appartement. Ce qui est possible de faire, c'est de venir dire, OK, l'appartement numéro A va aller à un enfant, l'appartement numéro B va aller au 2e enfant. Tant que le partage se fait entre la succession, entre l'héritage, à ce moment-là, il n'y a pas de droit de succession en pays en Israël. Mais s'il s'agit de ramener de l'argent en dehors de la succession, je vous donne un petit exemple. Si une personne a un appartement, ou 2 appartements on va dire, et un appartement coûte 1 million de shekels, et le 2e appartement coûte 500 000 shekels, si dans le testament, un des héritiers va prendre l'appartement numéro A, et le 2e va prendre l'appartement numéro B, et le 2e va payer au premier héritier une somme d'argent qui ne figure pas dans la succession, alors à ce moment-là, il y aura une imposition à payer. C'est pour ça que c'est très important de bien préparer la succession, de bien préparer le testament, de bien décider comment ça va aller et prendre conseil avec des experts concernant ça. Par rapport à la façon d'écrire un testament, il y a 2 possibilités générales, on va dire, en Israël. Une possibilité, c'est d'écrire un testament devant 2 témoins, c'est-à-dire préparer un testament et le signer devant 2 témoins. C'est important de préciser que ce n'est pas obligatoire de le faire devant un avocat, mais c'est préférable de le faire devant un avocat pour vraiment rentrer dans tous les détails nécessaires et pour, comme on avait dit, en gros, d'éviter du problème dans le futur, parce que le but d'un testament, c'est d'éviter des problèmes en cas de décès. Deuxième possibilité, c'est de signer un testament devant un notaire. Un notaire, il figure comme un juge dans ce cas-là. Et à ce moment-là, le notaire, il prépare un testament et le testament va être signé devant un notaire et il va être appliqué et enregistré d'une manière juridique. En gros, ça, c'est les sujets concernant achat d'appartement, location et droit de succession. Bonne journée. Je me suis trompé de regarder.